Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc Claire Goyon, je suis chargée d'expérimentation et directrice de l'APREL, station d'expérimentation en fruits et légumes à Saint-Rémy-de-Provence. Et je suis accompagnée de 2 collègues de l'INRAE qui se présenteront tout à l'heure aussi, puisqu'ils vont intervenir sur les présentations. Donc ce webinaire est organisé dans le cadre du projet Virtigation, qui est déjà en fonction depuis 4 ans. Il a commencé en 2021 et qui travaille sur la connaissance et la recherche de solutions contre les maladies virales émergentes de la tomate et des cucurbitacées. Il est piloté par l'université KU Leuven en Belgique. Et il regroupe 25 partenaires de 12 pays, ces pays étant notamment les premiers à avoir été concernés par certains virus problématiques comme le TOBRV ou le New Delhi virus. Du coup, nous avons déjà réalisé un premier webinaire le mois dernier, le 1er avril, où nous avons essayé en fait de faire une synthèse de l'ensemble des résultats qui ont pu être travaillés par ces partenaires. Aujourd'hui, nous allons proposer en fait de rentrer un peu plus en détail sur certaines questions qui nous ont été posées et des sujets. Nous avons choisi en fait de parler de la transmission des virus notamment, qui peut apporter quelques réponses à des questions. Voilà, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions dans le chat. Nous essaierons d'y répondre. Également, vu que le projet en fait touche à sa fin, puisqu'il se terminera en novembre 2025, donc nous sommes vraiment dans une phase de transfert et de communication des résultats. Donc ces webinaires font partie justement d'une formule de communication sur le travail qui a été fait dans Virtigation. Mais je vous conseille aussi d'aller voir sur le site internet du projet, qui est achalandé avec l'ensemble des publications, de résultats, de newsletters, etc., qui peuvent vous apporter des éléments pour ceux qui sont concernés en tout cas par ces virus. Voilà, donc je vous propose qu'on commence dans le vif du sujet. Donc je vais laisser la parole à Éric Verdun. Et n'oubliez pas de vous présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Éric Verdun, je travaille à l'unité de pathologie végétale à Avignon, à l'INRAE. Donc, je m'intéresse donc je suis virologue, je m'intéresse à l'étiologie et la caractérisation de maladies virales émergentes, alors principalement sur culture maraîchère, mais j'ai été amené à travailler également sur d'autres cultures, mais c'est surtout culture maraîchère. Et je m'intéresse aussi à des aspects d'épidémiologie. Peut-être Cécile, tu te présentes parce que comme on va un petit peu, enfin je vais intervenir, après elle va intervenir elle-même. Je te laisse te présenter, Cécile. Donc Cécile Desbiais, également INRAE, unité de pathologie végétale, virologue. Donc je m'intéresse surtout au virus des cucurbitacées et à différents aspects, épidémiologie, évolution, tout ce qui concerne les émergences virales notamment. Ok, donc on va démarrer. Donc on l'a fait Claire l'a dit, on a fait ça en plusieurs étapes. D'abord, il va y avoir une étape où je vais revenir sur le précédent webinaire en répondant à certaines questions qui nous ont été posées. Alors peut-être que toutes vos questions n'y seront pas parce que certaines nous ont été communiquées ce week-end. Là, on a essayé de faire au mieux. Si on n'a pas répondu à certaines des questions, on pourra revenir vers vous à l'occasion évidemment. Donc d'abord des questions, ensuite on fera un focus, comme a dit Claire, sur des éléments de transmission, parce que c'est des éléments qui sont, des questions qui ont été posées de manière assez insistante par certains d'entre vous. Et puis ensuite on passera aux questions. Donc les questions. Donc d'abord on va parler. Alors ça fonctionne très bien. Alors on va parler d'abord du TOBRFV. Ensuite, on parlerait du New Delhi. Alors, des questions qui ont été posées au départ, c'était des questions à propos de la transmission de ce virus par la semence, et on nous a demandé si on avait plus de précision sur les modalités qui avaient été mises en place par nos collègues dans le cadre du projet Virtigation. Le collègue m'a répondu, donc parce qu'effectivement, les données n'étaient pas forcément facilement disponibles, mais il m'a donné des informations. C'est en fait disponible sur le site web Virtigation, et en fait, ils ont effectué une vingtaine d'essais. La vingtaine d'essais a concerné 8000 graines
ADN qui avaient été collectés sur des plantes infectées. Et donc, ils ont eu un taux de transmission de 0,025%, c'est-à-dire que sur les 8000 plantules qui avaient été générées, eh bien, il y en avait seulement 2 qui étaient infectés. Je reviendrai tout à l'heure parce que j'aurai un petit focus sur la transmission du TOBRV. Je reviendrai un peu sur les notions de taux de transmission parce que c'est des questions qui nous ont été posées. Autre question, c'était toujours la même équipe. Je vous avais décrit un dispositif qu'ils avaient mis en place sur la désinfection des semences avec un système de séchage, de polissage, de trempage dans des solutions de phosphate et chlore et ultrasons. Donc, je leur ai demandé si l'appareil était disponible et s'ils envisageaient de le commercialiser. La réponse était que le développement était toujours en cours. Donc, pour l'instant, pas de disponibilité de ce dispositif. On en saura peut-être plus en fin de projet. Autre question, là, ça concernait les infections mixtes. Des collègues du DCM et de Sciences Terrae nous avaient parlé, vous souvenez-vous, ceux qui étaient là, avec des infections où d'abord on infectait par le TOBRV, puis le pépino, ensuite c'était l'inverse, etc., avec des résultats, quelques résultats qui avaient été présentés. Alors, donc les questions posées à ce sujet-là, c'était est-ce qu'il y avait des choses, des articles, des rapports publiés. Donc, j'ai contacté la personne qui avait mené ce projet-là dans le cadre de Vertigation. Alors, elle n'a pas donné plus d'éléments. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle préférait qu'on se réfère au site web Vertigation. Donc, vous avez le lien qui est inscrit. Hein, comme vous aurez le diaporama à la fin, vous pourrez accéder au lien où là, il y a des informations sur ce point-là. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, c'est en cours d'évaluation. Le développement est en cours. Donc, elle préférait qu'on se réfère à ce qui est inscrit sur le site et éventuellement vous pouvez la contacter évidemment. Autre question, c'était sur les porte-greffes résistants, TOBRV. Alors je vous avais présenté un travail qui a été fait par le Volcani Center en Israël où ils avaient travaillé sur des porte-greffes résistants et les résultats qu'ils avaient eus, c'était qu'un porte-greffe résistant protégeait un greffon sensible quand on inocule les racines, mais par contre, il n'y avait pas de protection quand on faisait une inoculation foliaire. Donc là, il y a eu des questions. Est-ce qu'on pourrait préciser les modalités? Est-ce qu'on connaît le type de résistance? Et là, le collègue Aviv Dombrovski m'a répondu que là, il n'y aura pas plus d'éléments. J'aurais pas plus d'éléments à vous donner. Là aussi, le travail est en cours. Voilà, donc en cours, je ne sais même pas s'ils ont terminé les travaux, s'ils refont des manips ou si le travail est en cours de publication, mais en tout cas, je n'ai pas eu plus de résultats communiqués à ce sujet-là. Autre point, c'était à propos de la longévité des tomamovirus dans le sol. Je vous avais relaté il y a une publication qui est sortie en 2024, des collaborateurs, où ils indiquaient une perte d'infectivité du TOBRV dans le sol après 6-7 mois. Et là, on a eu des questions un peu générales sur la longévité des tobamovirus, avec une remarque qu'on nous a faite, c'est que le TOBRV, il y a une perte d'infectivité au bout de 6-7 mois, mais dans d'autres publications, et c'est le cas des collègues, je crois que c'est les Australiens, Lovelock et Hall, où il y a une longévité qui est plus longue, puisque c'est 17 mois pour le CGMMV. Et puis d'autres questions sur comment est-ce que les tobamovirus sont éliminés du sol. Donc là, je rappelle quand même qu'on a affaire à des virus extrêmement stables. Ça veut dire qu'ils sont capables de survivre sur les supports inertes. Donc, ils ont une longévité assez longue. Ce n'est pas le cas d'un TSWV, d'un CMV qui, dès qu'ils sont hors de la plante, se dégradent très, très rapidement. Pour les tobamovirus, comme tout virus, ils finissent par se dégrader et ça dépend des conditions et des facteurs environnementaux. Donc, ça peut être la température. Les conditions expérimentales n'étaient pas forcément les mêmes en Australie que les Israéliens. Le pH, ça peut être dépendant de l'hygrométrie, la composition du sol, mais aussi la vitesse de composition des débris végétaux, puisque les virus quand même se sentent bien quand ils sont dans un environnement végétal. Si les végétaux se décomposent plus rapidement, ils auront tendance à se dégrader beaucoup plus vite. Donc ça reste quand même, l'idée c'est de retenir, c'est qu'on a des conservations dans le sol qui sont de l'ordre de quelques mois, savoir si c'est plutôt 6, 7, 17 ou plus, c'est extrêmement difficile et ça dépend vraiment des conditions environnementales et aussi des conditions expérimentales dans lesquelles les manips ont pu être faites. Alors un point suivant aussi, c'était sur le diagnostic Luminex.
ça, ce sont des collègues hollandais qui ont mis en place qui ont développé un test de détection moléculaire qui permet de discriminer les taubamovirus infectieux des taubamovirus qui ne le sont pas. Alors, ils ne l'ont pas fait sur le TOBRV de mémoire, ils l'ont fait sur le TOMV. Mais bon, les virus sont assez proches. Et donc, à ce sujet-là, on nous a demandé des compléments d'information. Et est-ce que ce dispositif, cette technique, pardon, pouvait être utilisée pour les autres drainages? Alors, la technique, en fait, elle est basée, je ne vais pas détailler, bon, c'est des techniques moléculaires, mais là, je vous ai mis le lien vers le site web Virtigation, il y a plus de détails. L'objectif de ce test-là, en fait, c'est de discriminer des virus intacts, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire pour des amplifications de longs fragments. Le génome des taubamovirus, il fait 6500 nucléotides. Bon, ils vont générer 2-3 grands fragments. Et si ils arrivent à amplifier ces 2-3 grands fragments, eh bien, ça signifie que le virus est intact. Par contre, si le virus est dégradé, eh bien, il n'y aura pas ces grands fragments. Et donc, l'absence de longs fragments signifiera que le virus n'est pas infectieux. Voilà. Donc, les informations sont d'une part sur le site web, et puis notre collègue hollandais, c'est René van der Vlugt, il a fait également un séminaire. Alors, il est en anglais, et je pense qu'il est disponible, sur le site de Virtigation. C'est un séminaire qu'il a dû faire il y a 1 mois ou 2, donc vous aurez peut-être plus d'éléments si vous regardez ce séminaire. Donc, il doit être en ligne. Autre point, c'était sur les clones infectieux. Là, on a une question, qu'est-ce que c'est qu'un clone infectieux précisément? Je vous avais présenté un travail qui avait été fait par nos collègues allemands, puisqu'ils ont obtenu un clone infectieux de TOBRV. Et puis, qu'est-ce que signifie, dans le cadre de ces tests-là, une rub inoculation ou une infiltration? Alors, le papier vient de sortir, en tout cas, c'est sorti au début d'année 2025. Et donc, pour expliquer, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, donc un clone infectieux, qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez ici la totalité du virus, du génome qui est inséré dans un vecteur ADN qu'on appelle un plasmide. Et le fait qu'on ait la totalité de ce génome permet de le travailler. Alors, le fait que ce soit dans un plasmide fait qu'on le travaille facilement parce qu'on peut le multiplier dans un système bactérien. Et puis, avec des outils moléculaires assez classiques, on peut faire des mutations. Ce qui est représenté en jaune, là, ce sont les gènes, les ORF, pour faire simple. Et donc, si vous voulez cibler, par exemple, des gènes, vous voulez, par exemple, travailler le mouvement du virus, vous allez pouvoir faire des mutations dans les gènes associés au mouvement, ou si même vous voulez, on en avait parlé il y a 1 mois, faire des clones, des virus qui sont peu infectieux, qui perdent leur pouvoir infectieux pour faire de la prémunition, eh bien, c'est par ce biais-là qu'on peut étudier et par des mutations précises, on peut produire des virus qui sont inactivés ou qui provoquent très très peu de symptômes. Donc ça, c'est un outil utilisé en biologie moléculaire, et d'ailleurs, quand on dispose de clones infectieux, souvent les recherches en virologie avancent beaucoup plus. Donc c'était assez important qu'ils puissent obtenir ce type de clone. Et pour la deuxième question, rub inoculation ou infiltration, en fait, ce sont les techniques qu'on va utiliser pour pouvoir inoculer ce clone infectieux à des plantes. Et je vous ai remis là, à droite, là, vous avez vous avez des photos. Là, sur Physalis, vous avez une infection par hub inoculation. Ça veut dire que là, ils ont frotté, c'est un frottement, une inoculation mécanique avec ce clone infectieux. Ou alors, par infiltration, là, on va utiliser des agrobactéries. Donc, c'est un autre système qui va permettre de faire passer le plasmide de la bactérie dans la plante. Donc, c'est des systèmes assez couramment employés quand on veut inoculer un clone infectieux à des plantes et pour pouvoir voir la symptomatologie, voilà, tout ce qui est phénotype. Voilà, là, je vais passer la parole à Claire. Oui, alors parmi les questions aussi, en fait, il y avait pour du moins les zones de production de tomates où il n'y a pas encore trop le virus TOBRV installé. C'est vrai qu'on est un peu dans l'attente de savoir à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'on va trouver. Donc ces photos-là sont importantes. Après, je mettrai quand même un bémol du fait que les symptômes qui vont s'exprimer dépendront vraiment du stade de la plante, de la variété, des conditions dans lesquelles il y a la contamination, etc. Ceci dit, c'est quand même intéressant. Donc, le SRA l'Avignon nous a partagé ces photos qui concernent du coup des contaminations des premières parcelles en Provence l'année dernière. En l'occurrence, là, les plantes, on voyait qu'il n'y a pas des symptômes
très très marquée, mais on voit quand même un peu une légère mosaïque et une petite frisure en bordure de feuilles qui peut être décelée sur les plantes. Donc là, c'était sur une variété où on voit aussi des symptômes qui arrivent assez rapidement sur fruits en haut. Voilà, et d'autres symptômes de taches sur fruits qui ont été observés sur différentes variétés, qui peuvent être liés au virus ou à une combinaison de virus. C'est toujours pareil, quand on voit des symptômes, il peut y avoir le TOBRV associé à un autre virus. Donc c'est un échantillon de photos récentes. Je pense qu'en effet, ça peut être intéressant de compléter ces photos-là avec d'autres situations, d'autres variétés, pour avoir un panel un peu plus précis de ce qu'on peut trouver sur le terrain. Voilà, donc on a en tête en effet d'essayer de compléter ça, mais ça vous donne déjà une petite idée. Et quand on fouille un peu sur Internet, c'est vrai que parmi les premiers pays qui ont été touchés, notamment au Moyen-Orient, on a d'autres symptômes, mais souvent ce qu'on voit, c'est des symptômes très avancés. Donc là, la question, c'est surtout de savoir comment le détecter sur feuille avant que ça soit trop avancé. C'est vrai que c'est pas toujours évident non plus. Tu peux faire passer la diapo suivante. Je pense qu'après, on nous avait demandé, donc c'était une question d'un producteur, je pense, de savoir s'il y avait un produit simple pour se protéger du virus. Donc là, malheureusement, la réponse est négative. Tout ce qu'on a pu faire, nous, c'était, comme je vous l'avais évoqué la dernière fois, c'était la rédaction d'un protocole de prévention, puisque je pense que pour ce genre de virus-là, c'est avant tout la prophylaxie qu'il faut travailler en premier lieu. Donc, c'est un document qui est disponible sur le site internet de l'Aprel et dans le réseau de conseillers et à la OPN Tomate également, puisqu'on l'a fait en collaboration avec la cellule de veille PACA et les partenaires nationaux, c'est-à-dire des stations, des coopératives ou des instituts qui étaient concernés par le TOBRV. Donc, on l'a décliné en 3 grandes étapes, en fait, ce protocole de prévention. La première étape, c'est prévention contre l'introduction du virus dans les parcelles, donc par 3 voies d'introduction, la semence, les plants et le matériel et les personnes. Donc on détaille un peu les recommandations qui peuvent être faites en tant que producteur, en tout cas, pour éviter l'introduction de ce virus. Évidemment, c'est l'utilisation de semences saines, sachant que c'est une obligation pour la vente sur le territoire français. Donc d'être vigilant sur la qualité des semences, privilégier la production GSPP qui garantit en fait des pratiques de sécurité sanitaire des semences au niveau de la production, qui est un passeport phytosanitaire bien sûr. Bon voilà, après ça c'est de la vérification, c'est vrai qu'on maîtrise pas trop de la chaîne de production de semences, mais déjà de faire ces vérifications là c'est important. L'étape aussi de la vérification des plants, évidemment, est importante. Surtout éviter l'achat de plants dans des zones où on sait qu'il y a une forte contamination. Il peut y avoir des achats de plants à l'étranger où il y a des zones plus contaminées, donc c'est évidemment prendre un peu plus de risques. Le contrôle visuel et l'analyse avant livraison, donc c'est vrai qu'on l'évoque aussi dans ce protocole-là, mais avec des réserves quand même, puisqu'en fait, il y a une limite sur la détection en début d'infection, si les plants peuvent être infectés, mais les symptômes ne pas encore s'exprimer, ou même l'analyse qui peut être faite sur les jeunes plants peut ressortir négative parce que le virus n'est pas encore suffisamment développé dans les jeunes plants. Donc c'est pas une garantie en fait ces contrôles de détecter le virus avant la plantation. Et ensuite le matériel et les personnes, c'est la 3e voie d'introduction assez importante puisque en fait vu que c'est un virus qui se transmet par contact, donc il faut, on recommande d'éviter qu'il y ait la circulation de personnes qui ne soient pas maîtrisées, contrôlées, et que même au niveau en fait des produits qui sont utilisés sur les exploitations par les ouvriers, les tomates ou les poivrons qui sont en consommation sur place, donc c'est mieux de ne pas introduire ce matériel de l'extérieur puisqu'il peut être porteur de virus. Et la suite du protocole, donc diapo suivante, les autres étapes, donc c'est la surveillance pour une détection précoce des foyers. Donc c'est là où justement le fait d'anticiper, de savoir un peu à quoi s'attendre, ça peut aider. Donc il y a la formation des salariés à la détection des premiers symptômes. On propose une méthodologie, une organisation de la surveillance dans ce document et quelles démarches faire en cas de suspicion. Et ensuite, la 3e partie, on parle de la gestion d'un foyer de TOBRV confirmé. Au niveau de la parcelle, donc on recommande d'isoler évidemment dès qu'on a le foyer bien identifié, donc l'isolement est super important pour éviter justement qu'il y ait un élargissement du foyer à l'ensemble de l'exploitation. Tout ce qui est précaution de nettoyage, désinfection des outils.
On peut voir aussi cette gestion de foyer au niveau de l'exploitation. Encore une fois, limiter la circulation des personnes. Le désherbage est important puisqu'on a évoqué la dernière fois qu'il y avait des plantes hôtes adventices de TOBRV, donc un nettoyage peut être important. Et au niveau du sol, il y a des rotations qui peuvent aussi justement freiner l'installation du virus sur l'exploitation. Et l'environnement proche est aussi important dans la mesure où on veut éviter dans une zone où il y a de forte production de tomates, où il n'y a pas encore le virus installé de manière générale. Je parle pour la Provence. C'est vrai que c'est bien de penser justement à éviter qu'il se propage aux exploitations voisines. Donc une vigilance sur tout ce qui est le matériel en commun, comme les caisses dans les coopératives ou autres. Et dans ce document aussi, on a mis enfin en annexe en fait, des listes qui peuvent être intéressantes. Donc les listes des plantes hôtes du TOBRV, la liste des produits de désinfection au jour où on a rédigé le document, c'est-à-dire à l'été 2023, avec quelques éléments d'efficacité, comme vous pouvez voir à droite, sur des échelles de temps pour lesquelles certains produits sont efficaces à certaines doses aussi. Donc il y a des préconisations d'utilisation. Et enfin, la liste des laboratoires agréés pour l'analyse RT-PCR du TOBRV. Donc c'est vrai que ce document-là peut déjà être une aide, un accompagnement pour les producteurs. Il ne faut pas s'attendre à trouver le produit simple pour s'en protéger, mais déjà si on fait toutes ces mesures de prévention, ça peut aider à éviter d'avoir des explosions de virus. Et on a en tête évidemment de le réactualiser, puisque comme vous le savez, en fait, le virus est sorti de son statut de quarantaine au 1er janvier 2025. Donc le document mentionnait aussi certaines mesures qui sont liées à ce statut-là qui n'existent plus. Donc on réfléchira certainement avec les partenaires à reformuler un document. Voilà pour moi. Après, c'est Cécile. Voilà, donc la partie suivante, c'était la réponse aux questions sur le tomatoliflor New Delhi virus, donc là sur cucurbitacée. Alors la plupart des questions avaient déjà été abordées et j'avais répondu autant dans la mesure du possible lors du premier webinaire. Il y avait des questions qui avaient été posées après, donc notamment sur une question sur la stabilité de la résistance au New Delhi, notamment dans les pays où le virus est présent depuis plusieurs années. Finalement, est-ce que les résistances tenaient ou pas? Alors là, s'il y a des sélectionneurs privés, ils vont peut-être me contredire, mais à ma connaissance, les variétés résistantes sont arrivées sur le marché depuis peu, y compris en Espagne et en Italie. Alors, n'hésitez pas à me contredire si c'est faux. J'ai l'impression, en tout cas, en France, les premières variétés sont en train de sortir cette année. Dans les autres pays, à ma connaissance, c'est aussi dans ces toutes dernières années que ça sort. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de contournement mis en évidence. Alors là aussi, s'il y a des gens qui ont d'autres informations, n'hésitez pas à me contredire. Et je suis très intéressée. Bon, nous, au laboratoire, on a essayé de contourner des résistances chez le melon, enfin des résistances chez des géniteurs, pas des variétés commerciales, mais chez des géniteurs généralement indiens. On n'a pas réussi. Donc, au moins au niveau des géniteurs, la résistance semble assez stable. Après, chez les variétés commerciales, je n'ai pas plus d'informations. Et je suis très intéressée si des gens ont des contournements et je serais très intéressée de savoir ce qui se passe au niveau du virus. Voilà, deuxième point. Une autre question concernait les infections mixtes entre le New Delhi et d'autres virus fréquents chez les cucurbitacées. Donc, dans le premier webinaire, j'avais montré des résultats qui ont été obtenus au laboratoire montrant qu'en cas d'infection mixte entre le New Delhi et le WMV, les symptômes étaient beaucoup plus forts et l'impact sur les plantes était très, très important. Donc la question était, est-il préférable d'avoir des variétés partiellement résistantes aux différents virus ou sensibles? Alors bon, nous n'avons pas effectué de tests sur des variétés qui avaient des résistances partielles aux différents virus. Dans le cadre d'un autre projet, il y a un grand nombre d'accessions de melons qui ont été testées contre différents virus et nous n'avons pas vu de corrélation ni positive ni négative entre la résistance au New Delhi et aux autres virus. S'il y avait une corrélation positive, ça aurait été encore mieux. Si on avait une négative, là, ça aurait été très embêtant. On n'a rien vu du tout. Donc, j'aurais tendance à dire, oui, il vaut mieux avoir des variétés résistantes autant que possible aux différents virus. Et si possible, des résistances cumulées. En ce qui concernait la transmission par contact, notamment la transmission par des outils de récolte, donc là, il n'y a pas eu de tests spécifiques qui ont été faits pour ce virus chez la courgette. Donc, nous avions fait des essais sur le melon
au laboratoire en conditions de serre confinée, donc sur des plantes jeunes. Nous n'avons rien vu. Même sur un virus beaucoup plus stable comme le WMV. Donc l'APREL avait fait un essai en 2020 sur des courgettes de plein champ. Et l'évolution, enfin la dissémination du virus dans une parcelle récoltée au couteau ou récoltée à la main n'avait pas montré de différence significative. Donc on peut s'attendre à ce que pour un virus comme le New Delhi, qui est moins stable que le WMV, là aussi, il n'y ait pas beaucoup de dissémination par couteau par rapport à la dissémination par les aleurodes. Par contre, ce qui avait été mis en évidence dans ce test, c'est une augmentation de la main-d'œuvre, plus 16%, et un risque d'altération des fruits, mais notamment des fruits cassés. Voilà, c'est les différents points qui n'avaient pas été abordés pour le New Delhi lors du précédent webinaire, et les réponses que je peux donner qui restent partielles actuellement. Je vais reprendre la parole. Donc, je vous avais parlé il y a un mois de ce virus qui a été caractérisé récemment, le Tomato Fruit Blotch virus, TOFBV. Et je voulais vous faire partager en fait le papier des Italiens qui est sorti tout récemment, où en fait ils ont démontré, puisque je vous avais parlé d'une transmission probable par Aculops psychopersicide, et les Italiens ont démontré la transmission par cet acarien Aculops de tomate à tomate. Donc, ils l'ont fait à partir d'élevages sains. Ils ont bien vérifié que dans leurs tomates, il y avait bien uniquement le TOFBV et non pas un mélange. Et donc, ils ont fait un test d'un certain nombre de plantes. C'était 38 plantes. Et donc, ils ont eu 13 plantes pour lesquelles il y a eu une transmission par Aculops. Donc, vous pourrez aller voir le papier. Je vous ai mis la référence en haut à droite, là. Donc, c'est 34,2% d'efficacité. Donc, ça, c'est le premier point important de ce papier. Autre chose que je voulais vous partager également dans cet article, c'est qu'ils ont constaté que le virus seul, le TOFBV seul, était capable de provoquer à lui seul donc, des symptômes. Donc, ils ont utilisé les plantes utilisées pour la transmission par Aculops. Et donc, ils ont regardé un petit peu le comportement dans le temps. Et ce qu'ils ont mesuré, c'est qu'on a des symptômes qui apparaissent 7, 10 à 14 semaines après inoculation. Et ils ont vu des mosaïques foliaires, des décolorations, du nanisme, voire des taches chlorotiques. Donc là, c'est un agrandissement de leur planche. Vous avez la plante contrôle à droite et puis les quelques symptômes qu'ils ont observés où on voit effectivement un peu de mosaïque, un petit peu de jaunisse. Donc ça, c'était le premier résultat, donc des symptômes. Et puis, quand ils ont continué, ils ont poursuivi l'étude de ces plantes, ils ont constaté qu'à 18 semaines, eh bien, il y avait le comportement des plantes était différent en fonction des plantes. D'abord, il y avait 4 plantes qui sont restées infectées. Il y a 4 plantes qui, elles, n'étaient plus infectées. Ils ont mis en place des tests, enfin, ils ont développé des tests, ils ne pouvaient plus détecter le virus. Et puis, pour 2 plantes, ils ont constaté que les plantes, c'était des plantes qui avaient des taches chlorotiques, et bien ça évolue en nécrose, puis ça a évolué en mort les plantes sont mortes. Donc là, ils expliquent dans le papier que ça vient peut-être aussi de leurs conditions expérimentales. Voilà, ils détaillent un petit peu ça. Donc ça veut dire qu'on a un comportement un peu différent en fonction des plantes. Et puis aussi, quand ils ont développé un test moléculaire leur permettant de quantifier le virus, ils ont constaté qu'ils avaient un optimum de virus 10 à 14 semaines après inoculation par le puceron, par l'Aculops, excusez-moi. Par contre, après, ils constataient une diminution de l'infection. Donc le taux de virus a tendance à baisser. Et puis, alors, ils n'ont pas constaté de symptômes sur fruits, mais comme ils l'écrivent, c'est que le test a été, ils avaient simplement quelques petits fruits, et puis c'était en conditions expérimentales, donc ils concluent pas trop là-dessus, ils n'ont pas été jusque-là. Et dernier, donc en fait, voilà, donc les conclusions de ce papier, c'est que d'une part, il y a la transmission qui est avérée par Aculops, là maintenant on peut le dire, et d'autre part, ils ont constaté qu'il y avait une infection systémique, ce qui est assez surprenant avec ce virus appartenant à cette famille, puisque la plupart d'entre eux ne le sont pas. Et puis, malgré tout, même si c'est systémique, l'infection est lente, puisqu'on a 10-14 semaines pour avoir des symptômes et puis un optimum de détection. Et puis, c'est erratique parce qu'il y a des plantes qui se comportent différemment. Certaines restent infectées, d'autres ne le sont plus. Voilà.
Donc, on a affaire à un virus quand même un petit peu atypique par rapport à ceux qu'on peut avoir, puisque je vous rappelle, hein, des CMV, des TSW, des tobamovirus, les symptômes, on les observe expérimentalement assez rapidement, au bout de 10, 15 jours à peu près. Là, c'est quand même beaucoup plus lent. Donc, si c'est systémique, en tout cas, la migration dans la plante se fait beaucoup plus lentement. J'aurai une planche à la fin sur la systémie. Donc, voilà ce que je voulais vous partager sur le TOFBV. Et il y avait une question. On nous demandait, est-ce qu'il y a eu des cas de co-infection qui ont été trouvés entre le de co-infection TOFBV avec le TOBRFV? Donc la réponse c'est oui, ça a été décrit en Grèce, la référence est indiquée ici. Et puis je vous ai mis la photo qui était dans cette petite note, hein. C'est une short note qui décrit la première description du virus en Grèce, où on voit les symptômes de blotch sur fruits. Voilà, et puis les compléments d'infos, je vous ai mis le lien. On avait sorti, il y avait une saisine, lors d'une saisine ANSES, on avait fait une analyse de risque express. Donc je vous ai mis le lien pour ceux qui ne connaissent pas cette analyse express qui est sortie en février dernier. Donc voilà pour les réponses aux questions. Maintenant, on va vous faire un petit focus transmission des phytovirus. Donc, il y a beaucoup de généralités. Ce sera l'occasion, si vous voulez, après de poser des questions. Comme vous connaissez tous un peu les virus, il y a certainement des choses que vous connaissez. Mais voilà, donc je vais vous résumer ça très rapidement. Enfin, très rapidement, en quelques diapositives. Alors, une généralité sur la transmission des phytovirus. Bon, ben, vous le savez, hein, les virus de plantes ont besoin de vecteurs pour se disséminer dans les cultures. Et puis, les vecteurs les plus importants, ce sont les pucerons. Et donc, on connaît aujourd'hui plus de 200 espèces de pucerons qui sont capables de vecter des virus. Et je vous ai mis des photos de trois espèces de pucerons qu'on rencontre fréquemment. Aussi par leur importance. Donc le premier à gauche, c'est le puceron du pêcher, qui est capable de transmettre au moins plus d'une centaine de virus différents. Au milieu, vous avez le puceron du melon, lui qui en transmet un petit peu moins, mais on est quand même à une quarantaine, cinquantaine de virus. Et puis le puceron du pois à droite, qui lui en transmet un petit peu moins, mais qui en transmet quand même une vingtaine, bon, qui est surtout sur le pois, donc qu'on trouve assez fréquemment sur ces cultures-là. Donc les plus importants, c'est les pucerons. Et puis, une chose importante, c'est le mode de transmission, parce que ça a un lien avec l'épidémiologie virale. Vous avez deux types de transmission, deux modes de transmission de virus par les pucerons. Il y a le premier qu'on appelle le mode non persistant. Alors, les virus comme le CMV ou les potivirus sont transmis par ce mode-là. Et donc là, sur ce schéma, vous avez un puceron qui pique l'épiderme. Donc les petits points rouges, là, vous voyez, les petites barres rouges, ce sont des virus. Et donc, lors d'un repas, lors d'une piqûre, alors souvent dans ce cas-là, ce sont des piqûres d'essai, le puceron vient s'installer, mais il ne va pas rester très très longtemps. Il va faire des piqûres, et puis s'il est virulifère, il va injecter le virus, ou s'il n'est pas, mais que la plante est infectée, eh bien, lors de la piqûre, il va ingérer le virus et il va devenir virulifère. Donc, dans ce cas-là, c'est une transmission qui est très peu spécifique, puisqu'il y a de nombreuses espèces de pucerons par virus. Pour exemple, le CMV, CMV, c'est un virus qui infecte plus de 1000 espèces de plantes, mais dans les années 90, un papier était sorti, il y avait déjà plus de 90 espèces de pucerons qui étaient susceptibles de transmettre ce virus-là. Depuis les années 90, on suppose qu'il y en a d'autres qui ont été décrites, mais c'est pour vous dire voilà, que c'est vraiment quelque chose qui est très peu spécifique. Et l'acquisition se fait de manière immédiate. Encore une fois, ce sont des piqûres d'essai. En piquant, eh bien, et si la plante est infectée, il va acquérir en quelques dizaines de secondes, quelques minutes, le virus. Et ensuite, le virus, par contre, il n'est plus infectieux après quelques heures. Alors, l'explication, elle est dans la photo qu'on voit en dessous. Vous avez une photo de stylet de puceron avec un marquage du virus qui avait été fait à la fluorescence. C'est un papier qui date de 2007. Et on voit que la fluorescence se situe dans la partie distale, à l'extrémité du stylet. Donc, le virus, il est localisé uniquement dans cette partie-là. Donc, on ne va pas le retrouver dans le corps de l'insecte. Donc, c'est-à-dire que quand il pique, eh bien, quand il va saliver, il va injecter les particules. Et donc, très rapidement, les particules qui sont présentes dans le stylet vont être éliminées. Donc, acquisition immédiate, et ensuite, mais par contre, le puceron, une fois qu'il a goûté à la plante, il est plus infectieux après quelques heures. Donc ça, c'est le mode non persistant. Et puis, à l'opposition, il y a le mode persistant. Donc, c'est le cas d'un virus que vous connaissez sur cucurbite, c'est un polyrovirus, c'est le Cabiv.
Là, le puceron va s'installer de manière plus durable. C'est une plante qui l'affectionne plus particulièrement. Donc, il va se nourrir, il va aller piquer. Là, c'est plus une piqûre d'essai. Il va s'installer et piquer dans les tissus conducteurs. Et à l'occasion d'un repas, eh bien, il peut acquérir le virus. Et là, dans ce cas-là, le virus va circuler dans l'insecte, on va le trouver dans l'insecte, et pour le puceron, les virus ne se multiplient pas. Ils vont être présents, on va les trouver dans les glandes salivaires, dans le tube digestif, dans le corps de l'insecte, mais ils ne se multiplient pas. Par contre, alors à la différence du mode non persistant, là, on a affaire à une transmission qui est très spécifique, puisqu'il y a une, voire parfois deux espèces de pucerons qui vont être capables de transmettre une espèce virale. Autre point important, c'est que là, l'acquisition est lente. Il faut laisser le temps aux pucerons de s'installer, d'aller piquer dans les tissus conducteurs. Donc, c'est un peu plus lent. Et donc là, l'acquisition se fait en quelques heures. Par contre, à la différence du mode non persistant, là, le puceron, pour le mode persistant, il reste infectieux toute sa vie. Donc voilà, vous voyez les conséquences un peu épidémiologiques. Donc, souvent, oui, on rappelle souvent, on a parfois des échantillons qui nous arrivent et les producteurs, les conseillers n'ont pas vu de pucerons, or leurs plantes sont infectées. Bien, on voit dans le cas du mode non persistant, on a vu, il suffit d'une minute de quelques pucerons qui vont arriver dans la culture. Il suffit de piquer quelques minutes pour que ça suffise à acquérir et injecter le virus dans la plante voisine. Donc, c'est extrêmement rapide. On pourra revenir dessus si vous voulez, après. Alors, il y a d'autres vecteurs et d'autres modes de dissémination des virus. Donc là, je vous ai mis des photos de vecteurs d'insectes et d'acariens vecteurs aériens. Donc, vous avez les aleurodes à gauche, des thrips, des cicadelles, les coléoptères, des cochenilles, les acariens. Donc là, retenez que ces espèces-là, vous avez quelques virus qui vont être transmis par une espèce d'insecte ou d'acarien. Un virus n'est pas transmis, une seule espèce virale n'est pas transmise par tous ces modes-là. Il y a une spécificité quand même. Donc ça, ce sont les vecteurs aériens. Les vecteurs telluriques, il y a des nématodes qui ont une capacité de transmettre des virus, des champignons également. Là, c'est plutôt une transmission assistée par champignons. Et puis, il y a d'autres modes de dissémination. Certains virus sont transmis par le pollen, d'autres par les semences. On n'a pas eu TOBRV, mais il y en a d'autres. Et puis, par contact. Alors ici, je vous ai indiqué là, en jaune et rouge, là, pour chaque vecteur et chaque mode de dissémination, les virus qu'on rencontre principalement en France là, sur tomates et cucurbitacées. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, si on prend à gauche les aleurodes, le New Delhi virus et le tilk sont tous les deux transmis par l'espèce Bemisia tabaci. Le TICV sur tomate est transmis par Thyroides vaporiorum, mais le TOCV, par exemple, est transmis par les deux, à la fois par Bemisia tabaci et par Thyroides vaporiorum. Tout ça pour dire que voilà, quand on a un nouveau virus, biologiquement, il va falloir étudier et caractériser finement quel est le vecteur responsable. Et puis, autre point que je voulais souligner, c'est que quand on regarde en bas à droite, là, vous voyez, il y a des tobamovirus, il y en a beaucoup qui sont transmis à la fois par semence et par contact. Et puis, il y a le cas du squash mosaïque virus qui, lui, est transmis par semence, par contact, mais aussi, comme vous voyez en haut, par coléoptère. Voilà, et puis là, j'ai rajouté le TOFBV, puisqu'aujourd'hui, on sait maintenant depuis peu qu'il est effectivement transmis par acarien. Voilà, là, j'ai rien mis pour la cochenille et les nématodes, parce qu'à notre connaissance, il n'y a pas de virus de tomates et de cucurbitacées qui sont transmis par cochenille. Par contre, on connaît sur d'autres espèces, sur vigne, sur bananier, on en connaît, mais en tout cas, sur tomates et cucurbitacées, on n'en connaît pas. Sur cette diapo, là, vous avez les pourcentages de transmission des phytovirus. Donc, on voit que pour 80% des phytovirus, eh bien, la transmission se fait par des vecteurs biologiques. Je vous ai mis les proportions pour les insectes, acariens, nématodes. Alors, le tableau est un peu ancien. Là, il y avait 589 espèces qui avaient été caractérisées à ce moment-là. On peut supposer que pour les aleurodes, on sait que depuis une quinzaine d'années, il y a énormément d'espèces virales par aleurodes qui ont été décrites. Donc, on peut supposer que ce pourcentage serait un peu plus important.
À droite, quelques éléments sur leur dissémination, de ces vecteurs. Ben, on comprend bien qu'un champignon et un nématode, ce sont des vecteurs telluriques. Eh bien, ils vont avoir un faible potentiel puisqu'ils vont très peu se déplacer. Mais par contre, une forte persistance dans le sol. Et notamment, il y a certains virus transmis par nématode qui peuvent rester assez longtemps infectieux. La dissémination naturelle pour les insectes et acariens, et surtout pour les insectes parce qu'ils sont ailés, ben, il y a un fort potentiel. Ils peuvent se déplacer de plusieurs mètres, voire dizaines, voire centaines de mètres dans certains cas. Et puis, ce déplacement, eh bien, il peut être assisté évidemment par le vent ou par du matériel agricole transporté. En particulier pour les insectes, il y a des cas, alors ça a été plus étudié pour des virus de céréales, mais il y a des cas de transmission par puceron qui ont été décrites jusqu'à plusieurs centaines, voire plus de 1000 km, des pucerons virulifères qui ont infecté des bassins de production qui étaient très très éloignés. La transmission par la semence, il y a un papier de 2013 qui décrit qu'il y a à peu près 10 à 20% des phytovirus qui sont transmis de cette façon-là, alors avec des efficacités pas toujours très bonnes, mais en tout cas, il y a 10 à 20% des phytovirus identifiés. Et là, ben, on comprend bien que la dissémination est via les échanges commerciaux, la dissémination peut se faire sur des très très longues distances et que ça peut avoir un impact important sur l'arrivée d'épidémies. La transmission par le pollen, il y a quelques virus qui sont concernés, c'est un petit peu moins, ça a été estimé à moins de 5% des phytovirus. Un point rapide là sur le cycle biologique du virus dans le vecteur. Alors, il y a ce qu'on appelle des virus non multipliants dans le vecteur. C'est la plupart quand même des phytovirus. J'ai remis les potivirus, le CMV qui sont transmis par puceron de manière non persistante, le polérovirus qui sont transmis de manière persistante. C'est-à-dire que là, le cabivet est dans le puceron, je le rappelle, mais il ne se multiplie pas. Et puis les bégamovirus, le New Delhi sur Aleurode, et puis les crinivirus aussi également transmis par Aleurode, on est en mode non multipliant. Et puis, il y a des virus dits multipliants, donc il y en a deux que vous connaissez bien, le TSWV, transmis par les TRIPS. Là, le virus est capable de se multiplier à la fois dans les glandes salivaires et dans l'intestin. Alors, c'est un peu moins étudié, mais le MDV, les rhabdovirus, puisque le MDV est un alpha-nucléorhabdovirus, eh bien, ce sont des virus qui sont transmis par cicadelle et les virus se multiplient dans les vecteurs. Et dernier point, c'est la transmission à la descendance. Alors, pour les virus de cucurbitacées et de tomates, à notre connaissance, il n'y a pas de transmission verticale connue. Pour tous les virus dont je vous ai parlé, il n'y a pas de transmission verticale à la descendance. J'ai mis là entre parenthèses quelques exemples puisque c'est connu pour certains virus de céréales transmis par cicadelle, où là, il y a des cas de transmission à la descendance. Mais retenez que pour la tomate et cucurbitacée, ce n'est pas le cas. Alors, un point maintenant, quelques diapos sur la transmission par la semence. Ici, vous avez le schéma d'une graine avec donc l'embryon au centre, les réserves d'albumène au bord, et puis tout au bord, le tégument. Et donc, les virus transmis par la semence ne sont pas localisés au même endroit. Par exemple, le squash mosaic virus, lui, il a été localisé dans l'embryon. Alors que les tobamovirus, potex virus, carmovirus, que j'ai représenté ici en rouge, on va les retrouver dans les téguments, donc à la surface de la semence. Alors, les taux de transmission, ils sont variables en fonction de l'espèce virale. Donc, on le voit bien là, en fonction de la biologie, la biologie du virus, ils sont pas au même endroit dans la graine, donc il y a un impact. La souche virale également, et puis la plante hôte. L'espèce hôte, on peut avoir un exemple, c'est le CMV par exemple, que vous connaissez, le cucumber mosaic virus. Dans énormément de plantes, il n'y a pas de transmission par la semence décrite, mais il y a quand même un cas, c'est sur l'épinard. Le piment, il y a eu une publication, mais il y a quand même quelques incertitudes encore. Mais en tout cas, pour l'épinard, il y a une transmission décrite par la semence. Alors, j'ai plus le pourcentage de taux de transmission, mais ça existe. Donc, ça veut dire que la plante hôte aussi est dépendante. Quelques exemples en dessous. Alors, le squash mosaic virus, eh bien, voilà, il y a des estimations des taux de transmission qui ont été estimés entre 1 à 10% pour la courgette et le melon.
Un autre virus qui vous concerne moins, c'est sur la laitue, c'est le laitue mosaïque virus. J'ai mis en exemple parce que là, c'est vraiment, il y a un effet variétal, il y a un effet de la souche virale, puisqu'il y a certaines souches virales qui ne sont pas transmises du tout par la semence, on a 0%, et puis d'autres qui sont transmises efficacement, d'autres souches virales du LMV qui sont transmises efficacement chez la laitue. Et puis aussi, c'était juste pour vous illustrer que il y a certains virus dans d'autres cultures pour le soja où il y a des taux de transmission qui sont extrêmement importants. C'est le cas du tobacco ring spot virus, un virus transmis par nématode, 100% de transmission. Alors, ces taux sont variables également en fonction de la date d'infection du porte-graines. On comprend bien qu'un porte-graines qui est infecté tardivement aura moins de graines infectées qu'un porte-graines qui a été infecté en tout début de culture. Et puis, c'est variable également en fonction de la durée de conservation des graines. Et les conséquences, on les comprend bien, c'est que les semences, comme elles voyagent beaucoup, on peut introduire le virus vers de nouveaux continents. Il y a des cas que vous connaissez récemment avec le TOBRFV, le pépinomosaïque virus il y a une vingtaine d'années. Ce sont les modes supposés de dissémination de ces virus sur de très longues distances. Et puis voilà, avec l'introduction d'inoculum dans une parcelle. Et là également un exemple pour le soja, où il avait été reporté qu'un taux de transmission de 1% par la semence, ça correspond à 10 000 plantes infectées par hectare. Ce n'est pas complètement négligeable. Alors un focus particulier là sur la transmission de la semence vers la plantule pour le TOBRFV. Il y a 2 études qui ont été faites, une qui est sortie dans Plant Disease en 2022, et puis les études qu'a fait notre collègue israélien, Aviv Dombrowski, et que vous retrouverez donc dans les deliverables du projet Virtigation en ligne. Donc je vous ai représenté de nouveau la graine à gauche, là, avec les tobamovirus qui sont situés en surface au niveau du tégument. Et le taux de contamination qui a été mesuré pour le TOBRFV, donc alors il y a 2 notions, il y a le taux de contamination et le taux de transmission. Le taux de contamination, ce qu'on appelle le taux de contamination, c'est quand vous avez des plantes qui sont infectées, quand vous allez collecter les graines, vous allez estimer quel est le pourcentage de graines qui hébergent du virus. Et dans le cas du TOBRFV, à partir de semences produites par des plantes infectées, on a 100% de semences qui sont infectées. C'est-à-dire que quasiment toutes les semences issues d'une plante malade hébergent du virus à la surface au niveau du tégument. Donc ça, c'est la première notion, taux de contamination. Et puis, il y a ce qu'on appelle le taux de transmission. Et ça, c'est ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous allez semer vos semences infectées, quel est le pourcentage de plantules qui vont émerger à partir de ces semences et qui vont être positives. Et donc les résultats qui ont été obtenus par nos collègues, donc dans le premier cas, c'est la publi de Salem, ils avaient semé 1187 graines collectées sur des plantes infectées, ils ont eu une seule plantule positive. Le travail d'Aviv Dombrowski, lui, il a semé 8000 graines issues de plantes infectées, et il n'en a eu que 2 qui étaient positives. Alors, comment on peut expliquer ça? Alors, sur ce petit schéma, là, je vous ai montré une plantule qui va émerger à partir de l'embryon. Dans la plupart des cas, les tobamovirus, la plantule va réussir, elle va émerger, et donc elle ne sera pas contaminée. Mais en émergeant, et puis il y a des particules à la fois dans le tégument, mais aussi dans le milieu extérieur, à cause de micro-blessures, la plantule peut être blessée, et puis à ce moment-là, la plantule qui va émerger va être infectée par le TOBRFV. Donc ça veut dire qu'on a quand même, donc c'est quelque chose qui peut arriver, mais qui est plutôt un phénomène rare. On comprend bien que pour des virus qui sont dans l'embryon, là, on va avoir des taux de transmission plus importants puisque les virus sont au cœur et vont être immédiatement dans la plantule qui va émerger de la semence. Alors, ces taux, ils sont faibles, mais évidemment, pour les tobamovirus, les conséquences sont importantes parce que ensuite, une fois qu'une seule plantule présente, une seule plantule, infectée et dans une parcelle, par les outils de taille, par toutes les opérations culturales, par contact de plantule à plantule, comme sa transmission par contact est très efficace, vous allez générer des fortes épidémies.
Là, c'est un tableau que c'était pour vous montrer quelques résultats qui avaient été obtenus pour d'autres tobamovirus. Hein. Le tableau date de 2017, donc c'était avant les études sur le TOBRFV. Et là, c'est sur 3 virus, le CGMMV, le TMV, le TOMV, où ils ont reporté les pourcentages de contamination. Donc on voit là, pour tous les essais, on voit des petits plus partout. Ils ont mis, dans certains cas, ils ont testé les taux de contamination, donc avec des taux assez forts, 95, 100. Et puis les taux de transmission. Alors là, on voit qu'il y a un peu moins de plus. Il y a des essais de transmission qui n'ont pas fonctionné, avec des pourcentages qui sont plutôt faibles, sauf un cas. Là j'avoue, il faudrait que j'aille regarder cette publication 134, où là, on a un taux un peu important. Mais voilà, on a quand même, globalement, quand on compare les deux, on a quand même une différence assez importante, avec des forts taux de contamination et des taux de transmission qui sont beaucoup plus faibles. Voilà, j'ai terminé par 2 diapos. Alors là, on sort un petit peu des modes de transmission, mais c'était un tableau pour vous illustrer un petit peu la stabilité des tobamovirus, pour vous montrer que alors si les tobamovirus ont des durées de vie dans le sol qui sont un peu variables, par contre, quand ils sont dans des plantes, et donc c'est le cas sur ce tableau où il y en a qui ont étudié la présence de tobamovirus provenant d'herbiers, donc ce sont des Australiens qui ont fait ça. Et bien, comme vous le voyez avec la flèche qui indique ici que des herbiers, des plantes, alors ils avaient fait ça sur du tabac, oui, c'est ça, sur du tabac, eh bien, des virus, enfin des feuilles de tabac qui avaient été conservées et qui dataient de 1899, hébergeaient du TMV, et ce TMV était toujours infectieux. Donc c'est pour vous dire que ces virus sont extrêmement stables. Voilà, et dernière diapo pour terminer. C'était aussi pour vous faire un focus sur le mouvement systémique des tobamovirus dans la plante. Alors c'est une très vieille étude, mais qu'on montre souvent dans les cours, parce que ça illustre assez bien la façon dont se passe le mouvement dans la plante. C'est une étude assez ancienne où ils avaient regardé le pouvoir infectieux. Donc les petits points noirs, tout ce qui est noir, ça correspond à la partie qui est atteinte par le virus. Et donc ils ont estimé qu'au bout de 3 jours, une plante était entièrement infectée. Et puis après, on voit au fil du temps que le virus va migrer dans la plante, d'abord au bout de 4 jours dans la partie racinaire, pour ensuite partir dans la partie apicale au bout de 5 jours, et puis ensuite, petit à petit, coloniser la plante entière et les rameaux secondaires. C'était aussi pour vous dire que quand on fait des collectes d'échantillons, quand on est en début d'infection, on peut passer parfois à côté d'une détection, parce que la détection a été faite, enfin le prélèvement a mal été fait, ou dans une partie qui n'était pas encore infectée. C'est pour ça aussi que nous, quand on vous demande des échantillons, souvent on aime bien vous demander à la fois la partie symptomatique et la partie apicale, parce qu'il y a beaucoup de virus quand même qui se multiplient très bien dans la partie apicale. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention. Et puis voilà, et puis on va passer aux questions. Merci Eric pour ce cours magistral sur la transmission des virus. Alors c'est vrai que pour certains ça peut être un rappel, mais je pense que c'est pas négligeable, notamment justement de faire le lien avec ces nouveaux virus et de savoir vraiment comment ils se transmettent depuis la production de la semence jusqu'à la plantule, et on comprend un peu mieux les choses. Donc même si c'est un rappel intéressant. Donc en effet, là, vous avez le champ libre pour les questions si vous le souhaitez. Moi, j'en avais une petite sur la dernière diapo, justement, où tu montres la transmission, la systémie en fait des virus, des tobamovirus dans les plantes. Finalement, du coup, c'est la première étape de contamination est sur le réseau racinaire. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à prélever peut-être en premier lieu une partie des racines? Est-ce qu'on aurait plus de chances de détecter les virus finalement si on prend une partie des racines que des étages foliaires où on ne sait pas où il se sera développé? Oui, alors c'est pas toujours facile d'avoir accès aux racines. Là, après, j'ai plus en tête, mais ça se joue à quelques jours, j'ai l'impression, hein, peut-être une dizaine de jours, je crois, entre les deux. Je pense notamment justement aux jeunes plants, aux plants sortis de pépinière. Oui. Si la systémie se fait en premier lieu dans les racines, bon, après c'est sûr qu'il ne faut pas prélever toutes les racines, mais est-ce que ça peut être plus facile de le détecter dans les racines Alors généralement, ce qui se passe, c'est que quand même le schéma que je vous montrais, c'est que le virus est présent.
les symptômes n'apparaissent pas tout de suite. Ce qui n'est pas indiqué, c'est généralement, si c'est du TMV, les premiers symptômes qu'on commence à voir, c'est à peu près au bout d'une dizaine de jours. Alors, il faudrait regarder les deux. Alors, j'ai plus la diapo en tête. J'ai arrêté le partage ou pas? Je ne sais plus. Là. Oui. OK. Parce que 10 jours, au bout de 10 jours, là, j'ai sous les yeux, au bout de 10 jours, le virus est présent dans l'APEX. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez alerter de la présence du virus, vous avez déjà le virus qui sera certainement dans l'APEX. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, nous, on aime bien avoir, alors quand c'est possible, d'avoir quelques feuilles apicales. Souvent, on commence par ça. Quand on a un doute, on vous demande une partie apicale. Mais souvent, quand on est alerté, c'est que les symptômes sont souvent présents. Après, il y a le cas de la pépinière. C'est je pense que c'était ça ta question. En pépinière, il n'y a pas encore de symptômes, en fait. Il n'y a pas de symptômes. Est-ce que c'est facile d'aller découper un bout de racine pour faire des tests? Je ne suis pas sûr que ce soit... Dans les mottes, les racines sont visibles, mais ça sera toujours des prélèvements partiels de racines pour ne pas pénaliser les plantes, ou sinon destructifs, bien sûr. Ouais. Voilà, je ne sais pas. Cécile, tu as peut-être d'autres éléments de réponse? Non, j'en ai pas davantage. C'est vrai que pour des questions d'accessibilité, c'est rare que les gens aillent chercher dans les racines. On a peut-être aussi le risque de blesser la plante et par conséquent d'augmenter encore le risque de mettre du virus sur une plante qui était potentiellement saine, dont on aura prélevé un bout de racine. On va peut-être lui créer des blessures et quand on va la mettre en terre, on va augmenter le risque d'infection. Mais je crois que c'est surtout pour des raisons de facilité d'accès que les gens en général prennent les feuilles et pas les racines. Et même dans ces vieux articles où les gens cherchaient le virus dans les racines, je ne sais pas s'ils avaient vérifié que toutes les racines étaient positives. Ils ont dû là aussi, pour ne pas trop léser les plantes, en prendre quelques-unes, mais je ne pense pas qu'ils aient prélevé toutes les racines. Ouais, mais c'est juste la chronologie qui m'a fait penser à ça. Sur ton schéma, on voit que c'est d'abord les racines et après ça monte jusqu'à l'apex. Donc pourquoi pas cibler ce prélèvement-là, même s'il est moins pratique, c'est sûr. Mais vu qu'on a du mal à le détecter précocement, c'était peut-être une voie possible. C'est vrai que dans ton panel de vecteurs, insectes notamment, qui transmettent les virus, on n'a pas parlé de la Tuta absoluta en tomate. Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus, notamment pour le TOBRV, mais le rôle de Tuta dans la transmission des virus? Alors, que ce soit Tuta absoluta ou le bourdon, par exemple, pour le TOBRV, effectivement, ils transmettent le virus, mais ce n'est pas considéré comme un vecteur, hein, c'est par contact qui va transmettre le virus. Tuta absoluta, à ma connaissance, ne transmet pas de phytovirus. Mais s'il va sur des plantes infectées et qui gratte avec ses pattes et qui va sur une autre plante, il peut le transmettre. Je crois que c'est ça, il y a eu un papier qui est sorti il y a un an, là, ou il y a un an et demi à ce sujet-là. C'était un peu comme celui qu'avaient sorti les Israéliens dans les années 2000, avec une transmission par le bourdon, où également ils retrouvaient des virus d'ailleurs dans la ruche. Ils avaient collecté des morceaux de ruche, ils avaient testé des morceaux de ruche et ils avaient trouvé le virus dans la ruche. Mais c'est une transmission, on ne parle pas de vecteurs dans ces cas-là, hein, ce sont des vecteurs secondaires, enfin, c'est pas comme des oiseaux. Il y avait je crois que j'en ai parlé peut-être il y a un mois, on suspecte aussi les oiseaux dans certains cas de transmettre le CGMMV dans des serres de concombre par exemple. Donc ce sont effectivement des vecteurs, mais c'est des vecteurs indirects. Merci. Et sur la désinfection des semences, c'est vrai que du coup, le fait de voir que certains virus sont dans l'embryon, d'autres sur le tégument, c'est vrai que quand c'est sur le tégument, on a plus de facilité à désinfecter les semences. La question du coup qui est posée, c'est par rapport aux virus qui se trouveraient dans l'embryon. Donc je crois que c'est le Squash mosaïvirus que tu as évoqué. Les solutions de désinfection des semences, là, sont... Une désinfection chimique ne servira à rien, là. Alors, éventuellement, une activation thermique à condition de ne pas être dans des conditions qui vont aussi altérer la germination. Ça pourrait avoir un effet. Pour le squash, je ne sais plus. Mais une désinfection chimique là, ne servira à rien si le virus est dans l'embryon. Donc il y a quand même plus de virus qui sont sur le tégument finalement que de virus qui sont dans l'embryon, d'après ce que... Oui. La plupart des virus ont vraiment du mal à envahir l'embryon. De façon générale, dans les tissus embryonnaires, les virus ont du mal à arriver jusque-là.
Alors, il y en a quelques-uns qui y arrivent quand même. Des fois, c'est une question de cinétique. Ils arrivent à passer dans l'embryon avant que la communication avec la plante mère s'arrête. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile. Enfin, il y a vraiment peu de virus qui y arrivent. Et quand c'est sur le tégument, c'est vrai que pour le TOBRV, on a vu que c'était sur les trichomes, il me semble, la dernière fois. Est-ce qu'ils sont tous situés sur les trichomes ou c'est de manière générale à l'extérieur de la graine, ou est-ce qu'il y a à l'extérieur de la graine, je veux dire, est-ce qu'il y a des localisations un peu particulières d'un virus à l'autre aussi, ou pas forcément? Ça, il faudrait voir. Ça, c'est justement, c'est notre collègue israélien, Avi Dombrovski, qui a publié ça. Ça, il faudrait voir précisément. Peut-être qu'il le précise. Il y a peut-être des. Donc là, à voir. C'est lui qui a étudié ça de plus en avant. Parce que pour le TOBRV, c'était justement l'histoire des trichomes. Et du coup, un polissage Voilà. suffisait. En enlevant les trichomes, en fait, on enlevait grosso modo le virus. Mais après, le tégument, c'est aussi l'enveloppe. Donc, s'il est présent aussi dans l'enveloppe, c'est pas la même manip. Oui, ça c'est pour les graines de tomates. En plus, je crois, alors ça, il faudrait revérifier, mais pour le CGMMV, bon, c'est pas les mêmes semences, évidemment. Et là, j'ai l'impression que les virus sont un peu plus profonds donc c'est un peu plus difficile à éliminer. Donc, à regarder là aussi. Oui, vas-y, oui, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de trichomes sur une graine de melon ou de concombre. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus profondément dans le corps de la graine, quoi. Et donc, j'avais l'impression, il me semble avoir vu, écouter des collègues qui disaient qu'il y avait plus de difficultés à désinfecter des semences de cucurbite infectées par le CGMMV. Donc, à confirmer ça, c'était, voilà. Alors, du coup, on a une question chargée, là, Félicia, qui nous demande en plusieurs séries de questions par rapport au CGMMV, justement, donc tomabovirus sur le concombre. La transmission d'une caisse de récolte vers les plantes, donc du matériel jusqu'à la plante, ça oui, enfin, il me semble que c'est le principe de la transmission par contact, il y a un risque. La durée de survie de ce virus sur les caisses, donc ça c'est ce matériel inerte, il me semble qu'il y avait des études d'investigation qui ont été faites un peu sur la tenue du virus sur matière inerte. Donc j'enchaîne, et la dernière question, c'est quelle manip à faire pour vérifier l'efficacité des désinfections, notamment peut-être la digital PCR. Cécile? Je peux répondre sur la dernière. Il me semblait que les manips qui ont été faites dans le cadre de Vertigation, c'était surtout sur les Tobamo solanés. Je crois, j'ai pas l'impression qu'il y a eu d'essais effectués sur le CGMMV. Le risque de transmission, oui, je pense qu'il existe. Après, je connais pas de données chiffrées sur ce sujet, sur ce virus. Désinfection, bon, la digital PCR, on risque d'avoir peut-être le même risque que la qPCR, c'est-à-dire de détecter du virus qui est toujours là mais qui n'est plus infectieux. Donc un système type Luminex, comme ça a été fait pour le TOBRV, pourrait peut-être être plus informatif. Parce que on détectera, généralement on va détecter ces virus-là. Mais s'ils sont complètement fragmentés, même si on les détecte, ils n'ont pas vraiment d'impact et de risque associé. Donc, il faut avoir un système qui va savoir s'il est encore infectieux. Donc, la digital PCR risque d'être trop sensible. Quand on détecte rien, oui, le virus est bien complètement éliminé, mais si on détecte quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il est forcément encore infectieux. Bon, si on veut être en sécurité, on peut dire effectivement qu'on s'assure qu'il n'y a plus rien du tout et que donc on ne détecte plus rien avec des méthodes très sensibles. Ça peut être une réponse. Dans la méthode biologique, de planter des concombres dans ta caisse et de voir si... une méthode biologique, oui, c'est de prendre un coton-tige et de passer sur le bord de la caisse et ensuite d'inoculer un concombre, mais bon. Après, peut-être que Félicia, tu voulais peut-être des réponses un peu plus générales sur l'utilisation de la digital PCR, ou c'était vraiment ciblé, tu ciblais vraiment le CGMMV? Tu peux prendre la parole, Félicia, si tu veux. Oui, je pense que ça va être peut-être plus simple. Bonjour déjà, et merci de répondre à ces questions sur le CGMMV. Je pense que c'est toujours quand même un virus émergent aussi. On a toujours pas mal de questions. En fait, on va avoir une stagiaire là qui va venir bosser sur ce sujet, notamment pour essayer de limiter le risque de transmission entre la première et la deuxième rotation. Donc, on essaye de réfléchir un peu aux manips qu'elle pourrait faire pour voir ça. Et en fait, on a, nous, des caisses effectivement qui reviennent, des caisses de récolte qui reviennent à la station pour le conditionnement et qui repartent chez les producteurs.
Et bon, globalement, on a un système de désinfection à l'eau oxygénée qui manifestement, en tout cas avec la digital PCR, n'a pas du tout montré d'efficacité. Et on a essayé d'autres produits, et en digital PCR, on trouve toujours pas mal de virus. Donc nous, ce que le labo nous a expliqué, c'est qu'effectivement, digital PCR, normalement, ils vont retrouver que les virus vivants, parce que les autres vont en gros être plus ou moins détruits dans le... Enfin, là, ne seront pas détectables, voilà, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Donc en fait, on ne détectait que les virus capables de réinfecter d'autres plantes. Donc après, la question, c'est voilà, quel est le risque après? Bon, les caisses, elles passent dans les cultures, ça frotte, voilà, quel est le risque de transmission à ce moment-là? Alors juste pour la digital PCR, il faudrait voir quel protocole ils utilisent parce que bon, c'est une PCR un peu qui est très très sensible, qui permet de détecter, de faire une détection très très vaste. Mais généralement, alors et c'est aussi une méthode quantitative, le fait qu'ils réussissent à détecter des particules vivantes me surprend un peu, mais il faudrait voir le protocole qu'ils utilisent parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Cécile, mais généralement, ce sont des techniques de détection présence-absence du fragment qui va être amplifié. Alors, à moins qu'ils aient un système, comme a fait notre collègue hollandais, et qui cible un peu la totalité du génome, voilà, il faudrait voir leur protocole. D'accord. S'ils cherchent des génomes complets, ben, s'ils le trouvent, c'est Non, que je le crois virus est pas, toujours c'est là. les amorces. Hein. C'est les amorces aussi. C'est les Oui. amorces aussi. Peut-être que l'amorce est suffisamment longue pour Oui. dire que... Bon, ça, j'essaierai de voir, et puis Oui, éventuellement, oui. je vous C'est ça, recontacterai sur ce sujet. Là, ça dépend de la taille du fragment amplifié. S'ils ont un fragment qui fait presque tout le génome, on peut dire que le virus est toujours là. S'ils ont un tout petit fragment, on peut pas dire grand-chose. On peut dire qu'il y a des bouts de virus, mais c'est tout. D'accord. Et tant qu'à faire que je vous tiens, j'ai une autre question. Je voudrais avoir votre avis sur la validité, on va dire, des tolérances au CGMMV, parce que nous, on a vu que globalement, ces résistances-là annoncées par les semenciers, elles lâchent relativement vite, et on a quand même des gros impacts de ce virus dans nos conditions de météo du sud, notamment sur des conduites en philo. Donc pour nous, c'est un peu tout nouveau ça, et c'est vrai que ce virus remet quand même fortement en question ce type de production. Pour ma part, j'en ai aucune idée. Cécile, peut-être? Eh ben, non plus. Bon, je sais que, enfin, il y a des variétés annoncées comme ayant une tolérance CGMMV, mais on n'a pas beaucoup étudié ce virus de notre côté. On n'a pas non plus beaucoup de retours sur des gros problèmes dans la région. Je sais que dans la région de Nantes, il y a un problème récurrent avec ce virus-là. Dans la région, nous, on n'a pas eu beaucoup de retours de gros soucis. Donc c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup penché sur ce virus jusqu'à récemment, mais bon, si. En fait, on n'a pas de gros problèmes en général parce qu'on est en conduite en parapluie, donc on coupe la tête, on repart sur les axillaires, donc ça permet de limiter, je pense, la problématique. Et donc, le type de culture en philo comme à Nantes, je ne suis pas sûre qu'on n'ait pas même bien plus de problèmes qu'eux. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de résistance complète. Les résistances qui sont annoncées, c'est des résistances dites partielles, donc avec une efficacité plus ou moins élevée, mais qui n'est pas totale. Et donc, il doit y avoir un gradient de résistance d'une génétique à l'autre qui peut être plus ou moins selon les conditions, mais elle ne sera jamais totale d'après ce qui est annoncé. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop d'éléments là-dessus dans le sud. Avec les partenaires nantais, peut-être que on peut creuser un peu la question. Après, on n'a pas complètement occulté ce problème-là. On n'est pas à l'abri non plus, nous aussi, d'avoir le CGMV qui s'installe dans nos cultures. Donc, juste pour information, on l'a associé justement à un dépôt de projet où on aimerait justement diagnostiquer précocement ces virus-là, les tobamovirus, donc TOBRV, CGMMV, dans les cultures de tomates, associés aussi aux corinés, un clavibactère. Donc, c'est un projet déposé. Si on a du financement pour ça, on pourra aussi avancer sur la détection précoce. Ouais, c'est un projet qui inclut nos collègues nantais. Voilà. Oui, Nantais et d'Orléans aussi. Et d'Orléans, oui. Ça a l'air de se calmer au niveau des questions. On reste
on reste à l'écoute. Il y en a une petite dernière et dans tous les cas, on peut rester aussi disponible dans une certaine mesure par mail si les questions vous viennent après. Vous avez nos coordonnées et bien sûr, tout ce qui est disponible sur le site Virtigation peut être consultable librement. En ce qui concerne les webinaires, donc c'était notre dernier webinaire. Nous avons fait deux webinaires. Il n'y en aura pas d'autres sur le sujet prévu en tout cas, mais vu qu'il y a eu un petit succès, on pourra imaginer reprendre ce format-là pour d'autres thématiques. En tous les cas, merci de votre participation et de votre participation, oui. Et on vous dit à bientôt pour de nouveaux projets, de nouvelles questions. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.